Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Francine, nous avons quitté l'intérieur du bâtiment pour nous retrouver à l'arrière et tu caches complètement cette magnifique piscine. Absolument, elle est magnifique aujourd'hui. En fait, personne n'avait jamais vu de l'eau dans... Oui, donc l'eau avait disparu il y a bien longtemps. Et donc plus personne de mémoire ne pouvait nous dire s'il y avait eu de l'eau. Même la légende à un moment donné disait qu'il n'y avait jamais eu d'eau dans la piscine. On a retrouvé très rapidement quelques photos de la piscine. Mais 3 mois avant la fin du chantier, Nathalie Ampin, la petite fille de Louis Ampin, nous a apporté 2 photos exceptionnelles où on voit des gens nager dans la piscine, mais où on voit aussi que la piscine est quadrillée de lignes noires dans un fond qui pour nous était bleu, puisqu'on avait fait des inventaires archéologiques et qu'on avait retrouvé des petites aisselles bleues. Donc on savait qu'elle était bleue, on ne savait pas qu'elle était noire et bleue. Donc voilà, là on retrouve des éléments... C'est vraiment à la loupe que tu as dû regarder sur cette photo pour découvrir... Ah, c'est à la loupe, hein. Ça c'est vraiment à la loupe. Mais une fois qu'on sait qu'elle est noire et bleue, la difficulté c'est comment construire tous les combien de carrés bleus, il y a une ligne noire. Hein. Et puis c'est de la géométrie descriptive, puisque toutes les surfaces sont gauches. Une piscine, c'est extrêmement particulier. Mais alors est-ce que ce n'est pas justement là l'intervention de l'architecte qui dit il me manque cet élément-là dans toutes les fouilles et dans toutes les recherches que j'ai faites, dans tous les éléments historiques que j'ai. Est-ce que ce n'est pas là ton intervention qui doit dire effectivement, moi je vais le quadriller comme ça parce que plus personne n'en sait rien et voilà. Il y a de toute façon la part manquante. Hein. Dans chaque restauration, il nous manque des bouts. On a des photos, mais on n'a toujours qu'un angle. On n'a pas l'autre angle, et donc il y a toujours la part manquante. Et là, je dirais qu'il y a un gros travail créatif de l'architecte en restauration. On ne le dit pas assez, il y a toute une part effectivement qui est de l'ordre de la méthodologie, mais il y a une part sensible qui fait que quand il manque des choses, on doit être capable de faire des propositions, et on a été suivi ici par la direction des monuments et sites et la commission royale avec une grande assiduité et je dirais un grand soutien dans nos recherches. On la voit bien comme ça. Revient maintenant, Francine, cette piscine, elle est gigantesque. Elle est gigantesque pour un homme seul. Mais oui, mais alors surtout que c'est une piscine privée, elle est plus grande que des piscines publiques de l'époque, certainement. De l'époque. Pourquoi avoir construit une grande piscine à la place d'un jardin? Moi, j'aurais construit un jardin. Alors, je n'ai pas pu poser la question à Louis Ampin, qui était mort depuis bien longtemps, mais c'est un sportif. Ça revient. On voit qu'il y a une salle d'escrime dans sa maison. Oui. On sait que c'est un amateur de sport. Et quelque part, une grande piscine privée, ça a dû le séduire. Et ça a dû certainement séduire l'architecte qui, quelque part, a construit aussi une piscine mémorable dans le Résidence Palace, qui est une piscine admirable. Oui. Donc le fait que ce projet se prolonge par un plan d'eau va donner un reflet, va donner une lumière particulière à cette maison et à cet environnement. Alors tu nous as apporté des essences de bois, j'ai été les chercher. Pour vraiment comprendre le travail archéologique que tu as fait. Donc, ça c'est des morceaux de l'immeuble. Voilà, ça c'est des morceaux de la chambre de monsieur. De la chambre de monsieur, c'est de la loupe et on voit l'épaisseur de la tranche, c'est infiniment petit. Et donc à partir de là, on doit restaurer. Et donc tous les bois merveilleux qu'on peut voir à l'intérieur, au démarrage c'est ça. Alors, ça donne une idée des milliers d'heures de travail qu'il a fallu et on conserve tout ce qu'on peut conserver. Hein. C'est aussi un grand principe en restauration, c'est-à-dire qu'on ne remplace que quand il faut remplacer. Toujours priorité à l'élément authentique. Quand on ne peut plus restaurer, on remplace. Mais c'est vraiment l'extrême limite et on joue toujours à la limite. Remontre un peu le plan ici. Donc, c'est quoi le bois précieux? C'est toutes les couches que l'on voit? Alors non, c'est juste la dernière fine couche qui fait, je dirais, 0,6 mm, donc c'est très très fin.
Et on le complète parfois avec, donc ça, avec des bois neufs qui vont remplacer les parts manquantes. Et à partir de là, il y a tout le travail de polissage et parfois il y a un tout petit éclat à un endroit et c'est avec un pinceau à 3 poils que le restaurateur va repeindre ce qu'on appelle la lacune. C'est ça. C'est un travail de longue haleine. Par contre, on va se déplacer si tu veux bien et on va aller voir un autre exemple, un autre détail du bâtiment. C'est ce qu'il y a autour des fenêtres. Alors quand on va monter pour aller avant de commencer, je dirais le projet, on a retrouvé un acier particulièrement noir. Mais cet acier avait une particularité, c'est que tous les 8 cm, il y avait une petite ligne horizontale tous les 8 cm dans cet acier noir. Et ça nous laissait penser qu'il y avait une autre matière et qu'il y avait probablement, je dirais, un métal plus précieux. On a fait les analyses en laboratoire et là on a trouvé qu'il y avait de l'or sur l'ensemble des ébrasements. Donc c'est des quantités, je dirais, pharaoniques, en tout cas de feuilles d'or qui étaient... Donc tout ce qu'on voit ici, ce sont des feuilles d'or c'est du 23 carats 3 quarts. Qui n'existe plus. Qui n'existait plus avant le chantier, mais qui existait en 1934 et qu'on a replacé aujourd'hui, puisque le but était de revenir à cet état premier de 1934. On a retrouvé aussi des endroits où il y avait de la feuille d'argent. Donc quand je parle de matériaux nobles, on voit bien qu'il y a un souci de l'architecte et du maître de l'ouvrage de faire un bâtiment d'exception. C'est ça. Comme tous les autres matériaux dont on a déjà parlé tout à l'heure, et des marbres aussi. C'est quoi comme marbre qu'il y a à l'intérieur? Alors c'est de l'escalette et du bois jourdan, de l'onyx rouge, de l'onyx blanc, et à l'extérieur, le granit qu'on peut voir ici, c'est un granit de Baveno. D'accord. Et tout ça, c'est des choses, s'il en manquait, que tu as pu retrouver ou pas du tout? Certaines carrières sont encore en activité, d'autres ne sont plus en activité, mais la grande difficulté, déjà 15 jours plus tard, quand on coupe dans un autre bloc un peu plus loin de la même carrière, ça ne ressemble déjà pas au marbre d'origine. C'est un matériau extrêmement vivant et surtout ceci. Donc la grande difficulté va être de compléter à partir d'un matériau aussi particulier et vivant. Donc ça n'est jamais simple. Et si on peut reprendre, d'aller rechercher dans des endroits qui sont non vus des morceaux de matière pour les remettre ailleurs, c'est un peu comme de la chirurgie, hein. On va chercher, je dirais, un morceau de peau pour mettre ailleurs, c'est un peu la même chose. On va essayer de privilégier les éléments authentiques et de remplacer dans d'autres pièces les éléments qui sont non vus. Francis, on va bientôt se quitter parce que cette émission touche à sa fin, mais je voudrais quand même encore te poser l'une ou l'autre question sur justement MA2. Est-ce que tu es spécialisé dans la rénovation? On a parlé que tu as fait le bâtiment en lune, tu as fait ceci. Est-ce que tu as envie de te spécialiser dans la rénovation de bâtiments aussi prestigieux, maintenant que tu as une expérience? Je me dis que tout le monde va t'appeler pour... non, vraiment pas. J'aime beaucoup faire de la restauration, mais j'aime beaucoup faire de l'architecture contemporaine. Oui. Et je crois que d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que les architectes ont les catalogues d'un côté ou de l'autre. Oui, et d'ailleurs, ils se cataloguent eux-mêmes déjà aisément d'un côté ou de l'autre. Il y a parfois un certain mépris. Moi, j'ai une gourmandise. Hein. Je suis vraiment un architecte gourmand et j'aime autant l'un que l'autre. Et je trouve que ça se complète parfaitement bien. Je l'ai dit, c'est le lieu qui change, le terrain vague, on fait de l'architecture contemporaine. Un bâtiment aussi prestigieux que celui-ci, on fait de la restauration. Mais l'un va nourrir l'autre. Et dans ma même journée, je passe d'une part d'une restauration à un bâtiment extrêmement contemporain. Et puis de temps en temps, je mets ma casquette de doyen en architecture, puisque j'ai aussi celle-là depuis 6 mois. Alors, c'est ça, depuis peu. Mais comment est-ce que tu fais tout ça? Alors, explique un peu justement cette fonction de doyen. La fonction de doyen, donc, c'est-à-dire que... Doyen, ça veut dire directeur? Oui, c'est un peu le directeur ou le président de la faculté. L'Institut supérieur d'architecture de la Cambre a fusionné avec l'Institut supérieur d'architecture Victor Horta pour faire une faculté d'architecture indépendante à l'Université libre de Bruxelles. D'accord. Alors c'était la naissance de cette faculté, et donc il y avait cette faculté historique, droit, médecine, polytechnique. Donc maintenant il y a une faculté d'architecture. Il fallait bien un premier doyen, c'est pour une période
temporaire, comme tous les doyens, c'est de 2 à 4 ans. Et donc voilà, il fallait quelqu'un qui s'y colle, et puis le grand hasard fait que... Quelqu'un qui s'y colle, on ne t'a pas obligé non plus. Non. Et dans ta créativité, est-ce que tu vas créer pour, justement, en écoutant l'occupant, mais tu te dis bien que cet occupant, il ne va pas rester, il peut passer. Comment est-ce que dans ta créativité, tu vois alors, comment est-ce que tu peux imaginer l'occupant suivant? Alors moi j'aime bien l'idée du pagouros. Le Bernard l'Ermite. Le Bernard l'Ermite, c'est un peu l'idée des coquilles. Oui. On va mettre des bâtiments capables à disposition des suivants. Alors oui. On le sait bien, je veux dire, il y a plusieurs bâtiments sur lesquels j'ai travaillé. Avant la fin, il y avait déjà un autre occupant. Et on n'a pas construit pour celui auquel on imaginait construire. Et donc, dans cette mesure-là, je crois qu'il est important que l'architecte ait à tout moment, au moment où il va faire le projet, d'avoir une anticipation suffisamment grande que pour permettre l'occupation telle qu'elle est définie et toute autre occupation. C'est-à-dire de donner un peu de liberté au lieu pour que le bâtiment puisse vivre. Le bâtiment, ça n'est pas que de la fonction. Le bâtiment, c'est un lieu capable de recevoir cette fonction-là et probablement une autre. L'histoire de l'architecture nous l'enseigne tous les jours. Le nombre d'usines qui sont devenues des musées et inversement des choses qui étaient du logement qui ne le sont plus ou qui sont devenues du logement, c'est important de le savoir. Quand on le sait et qu'on dessine en fonction de ça, on ne dessine plus les mêmes choses. De la même manière. Francis Metzger, je te remercie pour toutes ces nombreuses explications concernant ton travail, concernant la villa en pin. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, Francis, j'espère que tu m'inviteras pour parler de rénovation ou d'architecture contemporaine. Merci beaucoup et à bientôt. À la prochaine. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.